Bonjour Monsieur de Benoît. Bonjour. Journaliste, philosophe, spécialiste de questions politiques, philosophiques. Une des figures du Grèce, l'auteur de nombreux ouvrages. Merci d'accorder cet entretien à Égalité et Réconciliation Aquitaine. Vous avez écrit récemment Mémoire vive, votre autobiographie. Pourriez-vous expliquer votre parcours, les raisons premières de votre engagement politique, que ce soit un livre, un membre de votre famille ou un événement? C'est précisément ce que je raconte dans le livre Mémoire vive, qui est à la fois un livre de souvenirs et l'occasion pour moi de retracer un itinéraire intellectuel. Vous faisiez allusion à la politique. Quand j'étais un très jeune homme, je me suis en effet engagé politiquement et j'en suis sorti en réalité très vite, puisque cet engagement a duré de 1961 à peu près jusqu'à 1966, disons 5 ans. Et ensuite, je me suis tourné vers des travaux d'orientation plus culturelle, théorique, intellectuelle, quel que soit le mot que l'on emploie. Dans mon livre, je note en particulier un événement qui était pour moi très important, qui était tout simplement de faire connaissance d'une discipline dont je n'étais pas familier, qui a été la philosophie. J'avais 16 ans, j'étais en classe de philosophie au lycée Louis-le-Grand, à Paris, et la découverte de la philosophie a été pour moi une sorte d'éblouissement sur lequel je m'étends dans le détail dans mon livre. Pour dire les choses de façon brève, j'ai découvert qu'on pouvait interpréter et comprendre le monde de différentes manières, et ça a déterminé chez moi, je dirais, une forme d'esprit de nature philosophique que j'ai gardé toute ma vie. Alors par ailleurs, il y avait un contexte, bien entendu. Le contexte de 1961-62, c'était la fin de la guerre d'Algérie, ce qui a quand même énormément marqué toute une génération. L'indépendance, le retour des pieds noirs, l'OS, les morts, les personnes tuées, disparues, les gens emprisonnés. Et pour l'adolescent que j'étais, c'était évidemment des événements relativement forts, dont on n'a pas connu en France l'équivalent depuis cette date. Cela dit, les raisons de mon engagement n'étaient pas fondamentalement liées à ce contexte, même si j'en subissais les conséquences. Je n'étais pas mu par le patriotisme, le désir de vouloir défendre ou conserver l'Algérie française ou ce genre de choses. Non, je voulais trouver un lieu où je pouvais me mettre en position de rupture avec une société bourgeoise dans laquelle je ne me sentais pas très bien, et où je pouvais mettre en œuvre ce que je considérais comme une conception du monde. J'avais été très influencé dans mes cours de philosophie, notamment, pas uniquement, mais notamment par la philosophie de Nietzsche, comme l'ont été beaucoup de gens avant moi. Et j'avais par ailleurs, comme on l'a souvent à cet âge, un désir brûlant de m'engager d'une manière assez idéaliste. J'aurais pu m'engager à l'extrême gauche, qui me parlait, me séduisait par certains aspects, mais d'un autre côté, tous mes camarades étaient de l'extrême gauche, donc je trouvais ça un peu trop conformiste. Je me suis plutôt orienté tout à fait à l'autre bout, et c'est ainsi que je me suis retrouvé à la Fédération des étudiants nationalistes, et ensuite dans cette revue qui s'appelait Europe Action, qui était dirigée par Dominique Vénère. Et puis tout cela a pris fin en 1966 à peu près, et là je suis sorti à la fois de la politique, dont je pensais avoir fait le tour, d'une certaine forme de militantisme dont j'avais découvert les limites, et de la famille politique d'extrême droite, dont j'avais fait là aussi le tour et découvert les limites, et je me suis tourné vers des travaux plus théoriques, en essayant
repartir à zéro en quelque sorte, et ça a été le début d'une aventure intellectuelle qui s'est marquée par le lancement du GRES, par la création de la revue Nouvelle École et puis tout ce qui a suivi, et qu'on n'appelait pas encore à ce moment-là Nouvelle Droite, étiquette que je n'ai jamais beaucoup appréciée, mais qui est apparue au moment d'une grande campagne contre la Nouvelle Droite, précisément, durant l'été 1979, et qui a perduré par la suite. Donc, pour résumer, les raisons de mon engagement étaient assez personnelles, déjà assez intellectuelles finalement, beaucoup plus que réactives à des événements, mais en même temps, il est incontestable que le contexte de l'époque était un contexte quand même très, très violent, n'est-ce pas, a pesé sur moi comme ça peut peser sur quelqu'un qui a 16, 17 ou 18 ans. Il y a déjà eu d'ailleurs une sorte de contresens sur vous, puisque il y en a eu beaucoup de contresens. On a le droit d'être raciste, alors que vous-même avez pu expliquer déjà que votre rupture avec l'extrême c'était le racisme. Entre autres, oui, nettement. D'ailleurs, vous savez, des contresens tout à fait extraordinaires. J'ai publié à ce jour 3 livres contre le racisme. Il y en a même un qui s'appelle Contre le racisme, tout court. Ça n'empêche pas que les gens vous traitent de racistes, donc il faut vivre avec ce genre de choses. C'est le manque de rigueur caractéristique de l'esprit du temps. Vous avez écrit il y a peu la première biographie, me semble, d'Edouard Berthe, à ce jour. Oui. Un personnage qui a été un peu oublié, peut-être. Pourriez-vous le présenter? C'est pas un personnage central, bien entendu, et effectivement, le livre que je lui ai consacré est la première biographie publiée sur ce personnage. Pour le situer rapidement, parce que là aussi, on ne peut pas trop descendre dans le détail, Edouard Berthe est un syndicaliste révolutionnaire, donc qui s'inscrit dans cette composante du mouvement socialiste et ouvrier de la fin du XIXe siècle. Les historiens des idées le considèrent en général comme le plus fidèle disciple et ami du grand Georges Sorel, l'auteur des Illusions du progrès, des réflexions sur la violence, etc. Et Edouard Berthe est resté toujours dans la mouvance et aux côtés de Georges Sorel. Il a par ailleurs eu certaines évolutions curieuse d'ailleurs, c'est ce qui rend le personnage intéressant par son itinéraire un peu transversal, même si incontestablement il est toujours resté un syndicaliste révolutionnaire. Il a commencé à écrire dans la revue Le Mouvement Socialiste de Hubert Lagardelle, il a fini sa vie à la veille de la Seconde Guerre mondiale en écrivant dans la Révolution prolétarienne de Pierre Monat, donc c'est un syndicaliste révolutionnaire. Mais il y a eu des inflexions. Dans les années 1912-1913, il a été assez séduit par Maurras, curieusement. Il est vrai qu'à cette époque-là, Georges Sorel s'était engagé dans une sorte de dialogue prudent avec l'Action française, et par ailleurs, Edouard Berthe était très lié à Georges Valois, qui était à l'époque un des piliers spécialistes de l'économie à l'Action française, et le créateur du Cercle Proudhon, qui est un cercle un peu mythique, mais et surtout qui n'a pas duré très longtemps, puisque créé en 1912, il disparaît évidemment avec la Première Guerre mondiale. Et pendant un petit nombre d'années, Edouard Berthe il n'a jamais été membre de l'Action française, mais il a été incontestablement séduit par ce mouvement royaliste, et il a espéré même, assez curieusement, faire une sorte de synthèse de Sorel et de Maurras. Pour prendre une figure bien connue, il s'appuyait sur le couple Apollon-Dionysos dans la mythologie grecque, et il disait, finalement, Sorel c'est Dionysos, Maurras c'est Apollon, d'un côté le romantique, de l'autre le grand classique, et on pourrait essayer de les réunir, ce qu'avait fait un peu d'ailleurs, ce qui était l'inspiration du Cercle Proudhon. Et puis, cette période de sa vie s'est achevée au moment où se déclenche la Première Guerre mondiale. Maurras se rallie à l'Union sacrée,
se met au service du régime qu'il attaquait avec une grande violence auparavant, parce que, dit-il, les Français ne doivent pas se diviser face à l'ennemi, alors que Georges Sorel, au contraire, refuse totalement l'union sacrée. Reste sur une analyse de classe et interprète, avec beaucoup de lucidité d'ailleurs, le conflit de 1914 comme une tragédie française et européenne qui va avoir des conséquences détestables pendant des décennies et des décennies. Et là, Berthe se brouille avec Valois, revient plus étroitement en position de Sorel, à tel point que lorsque se produit la révolution bolchevique en 1917, qui est saluée, comme vous le savez peut-être, avec beaucoup de joie par Sorel, qui publie un texte resté célèbre en faveur de Lénine, Berthe court dans la même direction et devient un compagnon de route pendant quelques années, non plus du tout de l'Action française, mais du Parti communiste français, qui est à ce moment-là naissant. Il se lie à la revue Clarté, qui était la revue lancée par Henri Barbus, et puis il devient un partisan enthousiaste de la dictature bolchevique. Mais très vite, et ce qui est remarquable bien avant d'autres, il va être très vite déçu. Sorel étant à ce moment-là mort, il va prendre ses distances vis-à-vis de l'Union soviétique et revenir à une plus grande orthodoxie syndicaliste révolutionnaire. Mais évidemment, il y a cet itinéraire un peu curieux, et c'est la raison pour laquelle la biographie que je lui ai consacrée a pour sous-titre Sorel, Maurras, Marx. Et là, on est évidemment devant un itinéraire passionnant, car tout à fait transversal, qui qu'on a du mal même à imaginer aujourd'hui, n'est-ce pas, quelqu'un qui est entre Lénine et Maurras, en s'accrochant fondamentalement à la pensée de Sorel et au-delà à la pensée de Proudhon, car il était aussi un très grand disciple de Proudhon. Voilà, pour aller très vite, ce qu'on peut dire sur Édouard Berthe et sur les raisons pour lesquelles je me suis intéressé à son parcours. Le lien qu'il pourrait y avoir entre le côté patriotique de l'Action française et le côté plus social du syndicalisme révolutionnaire, ça pourrait être aussi l'antilibéralisme. Oui, c'est un peu plus compliqué que cela, parce que Maurras n'a pas tellement parlé sur le libéralisme, au fond. Il a surtout parlé contre la démocratie, et il trouvait un écho chez les syndicalistes révolutionnaires qui étaient hostiles à la démocratie parlementaire. Mais cette hostilité commune était comprise très différemment par les uns et par les autres. Pour les royalistes, la démocratie, c'est le règne du nombre, fondamentalement. Tandis que pour Sorel et ses amis, tout au contraire, la démocratie, c'est un système par lequel les partis politiques confisquent la parole du peuple et l'empêchent de s'exprimer. Les syndicalistes révolutionnaires, eux, ne croient pas du tout à la voie parlementaire. Sorel fait l'éloge de la violence qu'il oppose à la force d'État, c'est-à-dire la violence comme légitimité par rapport à la force légitime de l'appareil gouvernemental. Et le grand mythe, puisque c'est le mot qu'il emploie, le grand mythe auquel il a recours, c'est le mythe de la grève générale. Donc les syndicalistes révolutionnaires jouent les syndicats contre les partis, l'action directe contre la démocratie parlementaire. Donc c'est tout à fait différent. Cela dit, il y a une part de vérité dans ce que vous dites, dans la mesure où la jeune Action française, celle qui se crée en 1898, va manifester un souci qu'elle n'aura plus du tout dans l'entre-deux-guerres, de trouver un écho dans les milieux ouvriers. Il y a des pages du jeune Maurras qui sont des pages extrêmement élogieuses du mouvement socialiste et ouvrier, notamment à l'époque des événements de Draveil en 1908, lorsque Clémenceau fait tirer sur les grévistes. Dans toutes ces époques, dans tous ces épisodes-là, Maurras est le seul homme à droite qui se solidarise tout à fait des ouvriers victimes de la répression. Mais vous savez que les historiens des idées ont beaucoup proposé la jeune Action française qui avait un côté un peu révolutionnaire.
à l'action française de la maturité, c'est-à-dire essentiellement entre les deux guerres, beaucoup plus réactionnaire, beaucoup plus bourgeoise, qui s'appuie sur un public plus conservateur. Est-ce qu'on pourrait faire un parallèle peut-être avec certains courants de la révolution conservatrice en Allemagne Il y a aussi cette dimension patriotique, cette dimension sociale. Oui, mais ça c'est le point commun, je dirais, d'un très très grand nombre de courants de pensée, pas seulement en Allemagne, aussi en Espagne, en Italie ou ailleurs. Et on pourrait aussi faire la comparaison avec ce qu'on a appelé les non-conformistes des années 30, qui étaient tout à fait dans cette même ligne, puisqu'ils se réclamaient à la fois de Sorel et de Proudhon d'un côté, et de Péguy et de Bernanos de l'autre. Et ce courant-là, on va le voir ressurgir constamment, jusqu'à maintenant d'ailleurs, comme source d'inspiration, mais il va, d'abord politiquement, il ne va pas aboutir à grand-chose, et surtout, il va donner naissance à des formulations assez différentes. Bien. Vous êtes l'auteur de « Comment peut-on être païen ?» Vous avez consacré une grande partie de vos travaux à la question religieuse. Une partie. Oui. Pas grande, mais substantielle, oui. Au christianisme, au polythéisme, de manière générale. Dans ce qu'il est habituel d'appeler la dissidence, nombre d'acteurs se réclament d'une spiritualité catholique, néo-païenne, musulmane, de l'ésotérisme aussi. Vous êtes régulièrement présenté comme païen, tout en ne croyant pas vous-même en la réalité des dieux, que ce soit Zeus, Arès, Odin, Thor. Pourriez-vous donner votre avis sur le rôle de la spiritualité dans le débat ou le combat politique, a fortiori pour la dissidence? Alors, plusieurs remarques. D'abord, je ne sais pas très bien ce que vous appelez la dissidence, parce que ça me paraît être, si vous voulez dire par là, tout ce qui regroupe les gens qui se sentent plus ou moins en décalage ou en déphasage par le monde actuel. C'est inévitablement un très grand fourre-tout, si vous voulez, parce qu'on peut se sentir en état d'insatisfaction ou de rébellion pour des motifs totalement différents. D'autre part, il n'y a pas besoin d'être dans la dissidence, comme vous le dites, pour ressentir certains besoins d'ordre spirituel, une certaine nostalgie du sacré, ou que sais-je. Ce qu'il faut dire à propos des livres que j'ai pu consacrer au paganisme, c'est que je ne me suis jamais placé dans l'optique d'un néopaganisme, c'est-à-dire de vouloir recréer une religion aujourd'hui qui prolongerait celle de l'Antiquité, car je crois tout simplement que ce n'est pas possible. Mais ma démarche a été beaucoup plus intellectuelle, plus philosophique, c'est-à-dire qu'au départ, je me suis interrogé sur la lutte entre le christianisme et le paganisme, qui a été très violente pendant longtemps et qui s'est poursuivie jusqu'à l'orée presque de la modernité en Europe. Et je me suis dit, au fond, qu'est-ce qu'il y avait de commun, qu'est-ce qu'il y avait de différent? Quels étaient les points où la théologie du paganisme et la théologie du christianisme étaient le plus en opposition? Qu'est-ce qui permet de conceptualiser les racines de ce conflit? Et ça a été mon livre « Comment peut-on être païen » qui est précisément consacré à l'analyse de ces différences. Bon, je ne vais pas détailler tout cela, j'ai publié des milliers de pages sur le monothéisme, le polythéisme, etc. Disons qu'au-delà de la figure des dieux, il ne s'agit pas de croire que Zeus aujourd'hui est sur l'Olympe, il s'agit de lire à travers la théologie de l'Antiquité européenne un certain nombre de figures exemplaires qui sont des points de repère dans une conception du monde, si vous voulez. Je dirais qu'on se sent spirituellement, et parfois plus que spirituellement, plus en accord avec le monde des dieux et des héros, le monde de l'épopée homérique, qu'en accord avec les écrits de saint Paul ou de saint Augustin, pour prendre que cet exemple. Par ailleurs, je suis convaincu que quels que soient les choix individuels, il y a un besoin de dépassement qui fait partie de la définition absolument anthropologique de l'être humain.
Je crois que les gens qui ne parviennent pas à placer quelque chose au-dessus d'eux, quelque chose qui les dépasse absolument, et qui est susceptible en tant que tel de donner un sens à leur existence, sont voués à une existence très misérable. Et que les sociétés qui ne croient plus en rien sont vouées, elles aussi, à dépérir. C'est à certains égards ce que nous voyons aujourd'hui dans les pays occidentaux. Maintenant, la réponse que l'on donne à ce besoin peut être de nature très variable. Ça peut être une réponse religieuse, on en avait cité quelques-unes tout à l'heure, ça peut être une réponse politique ou philosophique, ou une réponse par une école de sagesse, ou une réponse par des convictions particulièrement fortes que l'on veut incarner dans un combat, dans une lutte. Mais l'essentiel est toujours que on garde présent ce sentiment selon lequel notre présence dans le monde, notre présence au monde, ne peut avoir de sens qu'en référence à quelque chose qui nous dépasse. Vous avez souvent critiqué l'égalitarisme, donc vous situez là souvent le christianisme. Est-ce qu'on pourrait y voir une illustration de la fameuse phrase de Chesterton, « Le monde est plein d'idées chrétiennes devenues folles », et dire que l'égalitarisme serait un dévoiement de l'égalité, là où dans la théologie chrétienne, il y a une égalité des âmes face à un salut individuel, mais une récompense suivant les mérites, alors que l'égalitarisme contemporain ne supporte aucune différenciation, aucune discrimination, y compris suivant les mérites, ce qui pourrait être une égalité entre ce qu'en droit on appelle une égalité des chances et une égalité de traitement. Oui, vous citez le mot de Chesterton qui a été cité déjà par beaucoup de gens, y compris moi-même d'ailleurs. C'est un mot intéressant. Évidemment, Chesterton est un écrivain catholique, mais il voit bien qu'un certain nombre de thématiques qui sont à l'œuvre dans la modernité ont une origine chrétienne. Donc cela, il ne le conteste pas, ce qui est déjà très important, car certains ont pu le contester. Mais il dit que ce sont des idées chrétiennes qui sont devenues folles. Moi, je suis assez d'accord sur cette définition. Il est évident que ces idées-là, du point de vue d'une catholicité très orthodoxe, ne peuvent être que condamnées comme hérétiques ou comme un dévoiement, puisque vous avez employé le terme de dévoiement. Mais moi, je n'emploie pas ce vocabulaire moral. C'est-à-dire que je raisonne plus, de façon plus objective, en historien des idées. Quand on me parle d'idées chrétiennes devenues folles, je sépare bien les choses. Je dis, il y a des idées chrétiennes, et puis alors, ces idées chrétiennes sont devenues folles. Mais des idées chrétiennes et des idées païennes ne deviennent pas folles de la même façon. Bien sûr que l'égalité des hommes en fonction du fait qu'ils ont tous une âme égale devant Dieu est tout autre chose que l'égalitarisme contemporain. Il n'empêche que on est dans le registre de l'égalité. Et qu'à partir du moment où vous rentrez dans un registre, vous vous mettez en position que les idées évoluent d'elles-mêmes et une fois passé le cap de la sécularisation, prennent une forme profane qui trahira toujours ses origines, mais qui néanmoins aura des formes tout à fait différentes. Pour prendre un autre exemple, par exemple, l'idée de l'histoire humaine comme une histoire unitaire, vectorielle, linéaire, qui va d'un début absolu vers une fin nécessaire, est une idée qui vient du christianisme, et au-delà d'ailleurs qui vient de la Bible, et qui est une conception de l'histoire, une conception du rapport de l'homme à la temporalité, qui est tout à fait à l'opposé de la conception cyclique de l'Antiquité européenne. Lorsque vous regardez l'époque moderne, vous voyez un certain nombre d'idéologies, comme l'idéologie du progrès, qui apparaît au XVIIe et surtout au XVIIIe siècle, ou d'une manière plus générale les historicismes modernes, qui finalement reprennent cette idée que le monde, que l'histoire humaine, c'est l'histoire unitaire qui va d'un début vers un stade. Alors,
le stade final ne reçoit pas le même nom, bien entendu. Chez Marx, c'est la société sans classe. Chez les libéraux, ça va être le bonheur par le marché, que sais-je. Hein, c'est ou la fin de l'histoire. Mais l'idée, c'est toujours la même. L'histoire est représentée comme un fil. Et sur ce film est segmenté en différentes étapes. Alors pour Auguste Comte, on passe de l'âge théologique à l'âge positif, et ainsi de suite. Mais c'est toujours la même idée. Dans une conception cyclique, c'est évidemment quelque chose qui est impensable. Donc l'idée de Chesterton, l'idée chrétienne devenue folle, je trouve qu'elle a au moins le mérite de pointer l'origine de ces idées devenues folles. Certains dans la mouvance néo-païenne critiquent l'extra-indo-européanité du christianisme en disant que c'est une greffe artificielle sur la culture européenne. Que pensez-vous de l'hypothèse de l'origine iranienne concernant l'eschatologie ou l'angélologie chrétienne qui a pu être évoquée par Robert Sögers? Oui. Il y a eu d'abord une petite remarque préalable. Ma position critique vis-à-vis du christianisme n'est pas du tout sa supposée extra-indo-européanité. J'ai beaucoup d'intérêt et de sympathie pour des religions ou des philosophies orientales, par exemple, les religions de la Chine ou du Japon, par exemple, que je trouve des religions très intéressantes, qui ne sont pas non plus indo-européennes. Donc pour moi, c'est pas du tout le problème. C'est pas parce que c'est apparu en Palestine que c'est mauvais. Si je trouve que c'est mauvais, c'est pour des raisons intrinsèquement politiques ou théologiques. Et en particulier le fait que la religion chrétienne est une religion universelle, universaliste, catholique ça veut dire universel, pour le dire sous une forme ramassée très simple, les anciens Grecs rendaient un culte à des dieux grecs, les Romains à des dieux romains, et les chrétiens rendent un culte à un Dieu qui est le Dieu de tous les hommes. C'est-à-dire que le peuple de Dieu n'est pas lié à un territoire. C'est ce qui faisait dire à Dominique Vénère que le christianisme n'est pas une religion identitaire, si vous voulez. Maintenant, cette hypothèse, je la connais bien sûr. Il y a eu pas mal de travaux sur l'origine iranienne d'un certain nombre de thèmes juifs ou chrétiens, tels que vous citez. Bon, ce sont des travaux controversés, bien entendu, mais à mon avis, ça a un intérêt du point de vue de l'histoire des religions, mais ça ne change rien fondamentalement à l'analyse que je peux faire, puisque le problème n'est pas de savoir si ça devient un bien, parce qu'il y aura un petit peu d'influence iranienne, d'autant plus que l'influence iranienne serait sans doute une influence du zoroastrisme, qui est lui-même une forme, je dirais, pas dégénérée, c'est peut-être trop fort, mais enfin, disons un peu aménagée de ce qu'était la religion indo-iranienne des origines. Parce que c'est une réforme, quand même, c'est né d'une réforme très radicale de cette religion. Vous êtes très attaché à la culture classique, vous pouvez dire, la Grèce, bien sûr, Rome. Bien sûr. En tant qu'une des sources de la pensée européenne, que vous inspire la disparition du capelle de lettres classiques? Je pense que vous ne doutez pas de la réponse. Je trouve ça, bien entendu, assez lamentable, mais ce que je dirais, c'est que il faut voir un peu au-delà. C'est-à-dire qu'on fait disparaître des pans entiers de notre patrimoine, de notre héritage. Alors, ça va être les lettres classiques, ça va être l'histoire, ou ça va être d'autres aspects, parce que on est devant une offensive qui est beaucoup plus globale que l'offensive contre le CAPES de lettres classiques. C'est-à-dire, c'est une offensive qui vise en quelque sorte à nous couper le plus possible de nos racines et de tout ce qui nous rattache à quelque chose qui a eu lieu avant nous, à un passé, si divers puisse-t-il être. L'idée générale, c'est que le passé n'a rien à nous dire. C'était déjà l'idée des philosophes des Lumières qui estimaient que tout ce qui était advenu dans le passé
était plutôt négatif. C'était un ensemble de contraintes insupportables, de superstitions, de coutumes populaires ne correspondant à rien, et que l'homme de l'avenir, n'est-ce pas, éclairé par la raison et le progrès, allait évoluer dans une voie tout à fait différente. Pour le dire autrement, on est passé de l'hétéronomie par le passé à l'hétéronomie par le futur. Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire qu'avant, les gens pensaient que certaines choses devaient être faites parce que, avant nous, d'autres générations avaient expérimenté et qu'elles nous léguaient un certain nombre de convictions, de certitudes, d'habitudes, de traditions. C'est la notion même de tradition. Avec la philosophie des Lumières, le passé est au contraire balayé et c'est l'avenir qui est valorisé. Ce n'est plus le patrimoine dont nous avons hérité, c'est l'homme nouveau, la société nouvelle vers laquelle nous devons nous diriger, et qui est un objectif vers le futur. C'est ce que nous dit l'idéologie du progrès, pour laquelle aujourd'hui est forcément meilleur qu'hier et demain sera forcément meilleur qu'aujourd'hui parce que ça progresse. Tout progresse sur le plan matériel, sur le plan intellectuel, moral, etc. Nous allons vers des lendemains qui chantent. Bon, cette idéologie a un peu pris un coup dans l'aile parce que les lendemains n'ont pas toujours chanté, loin de là. Après tout ce qui s'est passé depuis 2 siècles, on en est un petit peu revenu, mais enfin il y a toujours cette idée que le progrès va résoudre les problèmes qu'il a lui-même créés d'ailleurs dans un premier temps. Donc la suppression du CAPES rentre un peu dans ce cadre. Il faut rendre muet ce qui a eu lieu avant nous. Il ne faut plus s'appuyer sur le passé pour envisager l'avenir. Il faut au contraire se couper du passé comme d'un poids mort, comme de quelque chose qui nous alourdirait, qui nous interdirait de progresser. Si je m'abuse, vous avez déjà dit que vous n'étiez pas chrétien, et que si vous l'étiez, vous seriez orthodoxe. Pourquoi particulièrement la confession orthodoxe? C'est un petit peu une boutade, bien entendu, mais le fait de ne pas être chrétien n'interdit pas de porter un jugement différent sur le catholicisme, le protestantisme, l'orthodoxie, puisque c'est quand même 3 grandes variantes et qui se sont combattues dans le passé. Ce que j'aime bien dans l'orthodoxie, c'est d'abord, il y a une richesse liturgique. Moi, je suis assez sensible. Je suis plus catholique que protestant de ce point de vue-là. C'est-à-dire le dépouillement. L'austérité. Oui, c'est pas de l'austérité, c'est une espèce de refus de tout ce qui est vital, en quelque sorte, qu'on trouve dans le protestantisme, qui rejette le culte marial, le culte des saints, la décoration des temples, etc. Ça, je trouve ça très négatif. Et je trouve que c'est mieux, de ce point de vue-là, dans le catholicisme. Mais alors, dans l'orthodoxie, ça éclate, je dirais, encore plus. Deuxièmement, je pense que l'orthodoxie a plus conservé, contrairement à une idée reçue, a plus conservé du paganisme, mais du paganisme gréco-byzantin, si vous voulez, que le catholicisme occidental. Et enfin, une thématique qui peut surprendre, l'orthodoxie ne fait pas cette distinction du spirituel et du temporel dont les catholiques sont si fiers, n'est-ce pas? C'est une grande thématique catholique, notamment contre l'islam, de dire, on fait allusion à la phrase de Jésus, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu, pour justifier la séparation du temporel et du spirituel. Séparation, mais pas distinction totale, car d'un point de vue catholique, le temporel doit quand même être soumis au spirituel. Simplement, ce ne sont pas les mêmes formes d'autorité. Dans la tradition de l'orthodoxie, cette distinction n'existe pas, en tout cas elle est beaucoup moins rigide, ce qui explique que l'orthodoxie s'est liée à l'histoire politique et nationale en Grèce et surtout en Russie, d'une manière toute différente, qui à mon avis est une bonne chose, car dans le paganisme européen, il n'y a pas de distinction du religieux et du temporel, puisque lorsque les Romains rendent un culte à des dieux romains, ils rendent par là même un culte à Rome, et
que par conséquent, on est bon croyant, entre guillemets, en étant d'abord bon citoyen. Très bien. Vous êtes de ceux qui ont contribué à faire connaître en France Alexandre Douguine. Oui. Pourriez-vous expliquer comment vous l'avez découvert et ce qui a retenu votre intérêt chez cet auteur? Comment je l'ai découvert, je ne m'en souviens plus exactement. Ce que je sais, c'est que je l'ai rencontré pour la première fois au tout début des années 1990. Nous avons sympathisé. J'ai réalisé très vite qu'il était une personnalité forte, doté d'un certain charisme, d'une très grande culture, de beaucoup de courage, très productif également. Et ses idées m'ont intéressé. Grâce à lui, j'ai découvert l'eurasisme, dont il n'est pas du tout l'inventeur, il en est tout en plus le rénovateur, puisque le courant de pensée eurasiste apparaît dès le tout début du XXe siècle, dans l'émigration russe d'abord, mais également en Russie, à l'intérieur même du Parti communiste, il y a aussi des eurasistes, donc c'est une histoire très très complexe. Et évidemment, il y a beaucoup de points de contact ou de voisinage entre la théorie eurasiste et les acquis de la géopolitique. La géopolitique qui nous montre l'opposition entre la terre et la mer, entre la puissance continentale et la puissance maritime ou océanique. Évidemment, cette théorie géopolitique a toujours mis l'accent sur l'ensemble continental eurasiatique comme le centre du monde, ce que l'anglais Mackinder appelle le Heartland, n'est-ce pas, c'est-à-dire le cœur vraiment du monde, c'est la zone qui va de l'Allemagne à la Russie, à l'intérieur de ce continent. Et ce qui m'a intéressé, c'est que Douguine, qui a beaucoup réfléchi, qui a véritablement dégagé une pensée personnelle, ne s'est pas contenté de reprendre ce que disaient les eurasistes. Vous savez, il y avait traditionnellement, depuis le XIXe siècle, il y a toujours eu en Russie une lutte entre les occidentalistes qui voulaient que la Russie s'aligne sur l'Occident et puis les russophiles qui voulaient au contraire qu'elle invente une voie particulière. Les eurasistes, de ce point de vue-là, sont tout à fait dans la tradition russophile. Mais Douguine avait l'avantage de rapprocher à la fois la tradition eurasiste, les acquis de la géopolitique et dans le domaine de la science politique une réflexion nouvelle sur la notion d'empire par rapport à la notion d'État-nation telle que l'Europe occidentale l'a connue dans son histoire. Donc de ce point de vue-là, il a rénové, à mon sens, la réflexion sur le fait impérial auquel je m'étais moi-même intéressé. Donc nous avons pu entretenir un dialogue fructueux, je crois, et bon, nous sommes devenus de très bons amis. Cela dit, Douguine a bien entendu des points de vue personnels qui ne sont pas nécessairement les miens. C'est un grand chrétien, orthodoxe, bien entendu, et même un vieux croyant orthodoxe. Il adhère aussi à un certain nombre de vues d'ordre plus ésotérique, sur lesquelles je suis un peu plus fermé, mais bon, ça c'est tout à fait normal. Il est normal d'avoir des points de vue qui ne sont pas toujours les mêmes, même avec ses meilleurs amis, et par conséquent, je ne trouve pas ça choquant, bien au contraire. Mais son apport est à mon avis incontestable. Je veux dire, il y a tellement de gens qui se contentent de répéter ce que les autres ont dit, d'utiliser des slogans, des petits catéchismes d'une manière que je trouve toujours un peu fatigante. C'est très agréable de découvrir en quelqu'un comme Alexandre Douguine une personnalité dotée d'une véritable pensée originale. Alexandre Douguine appuie sa quatrième théorie politique sur le Dasein heideggérien, oui. Ce qu'on traduit habituellement par être là. Oui, entre autres. Ou qu'on pourrait traduire peut-être par idiosyncrasie. On ne pas trop sur les détails parce que la traduction de Heidegger pourrait en faire des livres. Oui. Et parfois controversé. Est-ce que vous définiriez peut-être un Dasein français qui serait propre
Il y a certainement un Dasein français comme il y a un Dasein propre à tous les peuples. La théorie de la quatrième théorie politique telle que l'énonce Dugin, en fait, il l'énonce d'une manière très simple. Il dit, quand on regarde l'histoire des idées, on s'aperçoit qu'au XVIIIe siècle est apparu le libéralisme, au XIXe siècle est apparu le socialisme, au XXe siècle est apparu le fascisme, et puis toutes ces trois courants n'ont pas toujours bien supporté l'épreuve du temps. Les fascismes ont été les premiers à disparaître, le socialisme, sous sa forme communiste, a abouti à la chute de l'Union soviétique. Le libéralisme, aujourd'hui triomphant, commence à son tour à être éprouvé par la crise financière, la désagrégation générale des sociétés à laquelle nous assistons, et donc pourquoi ne pas s'interroger sur la grande doctrine politique qui pourra naître au XXIe siècle? Et cette interrogation, je trouve assez intéressante et légitime. Dugin essaye d'y répondre en s'appuyant effectivement sur le Dasein heideggerien. Pour dire les choses peut-être un peu plus simplement, on pourrait dire le grand retour des peuples, finalement. Moi, j'ai beaucoup attaqué ce que j'ai appelé l'idéologie du même, c'est-à-dire cette idéologie universaliste, allergique aux différences, et qui essaye partout de faire disparaître la diversité, les modes de vie spécifiques, les valeurs partagées, pour créer un homme de partout et de nulle part, une gouvernance mondiale, l'identité absolue dans tous les domaines, y compris maintenant d'ailleurs, grâce à la théorie du genre dans le domaine des sexes. Moi je crois au contraire que l'humanité n'est riche que de sa diversité, et par conséquent que si on analyse les choses en se plaçant au niveau des collectivités et pas seulement des individus, évidemment c'est le retour des peuples qu'il faut défendre et stimuler à l'intérieur d'un monde multipolaire, plutôt que l'éradication générale de tout ce qui fait les Dasein particuliers des différentes collectivités. Vous avez régulièrement dit que vous étiez attaché à, avant tout à l'Europe, une grande Europe qui peut aller de, suivant les expressions de Brest, Galway, Reykjavik jusqu'à Vladivostok. Oui. Est-ce qu'on ne pourrait pas craindre que l'Union européenne a tué le rêve européen? Alors, une précision d'abord, la grande Europe de l'Irlande à Vladivostok, bon, c'est un petit peu une formule, et je dirais d'ailleurs, du fait des connaissances que j'ai pu acquérir auprès de Dugin concernant la Russie et l'Eurasie, que je serais tenté de dire que l'Europe proprement dit n'a pas vocation à recouvrir l'ensemble du continent eurasiatique. Je crois que la Russie est une entité distincte de l'Europe. Elle a bien entendu une façade occidentale et européenne, mais le cœur même de la Russie est quelque chose d'assez différent de l'Europe, mais en même temps, je crois à leur complémentarité, si vous voulez. Mais ça, c'est une petite remarque en passant. Maintenant, sur l'Union européenne, oui, je crois que vous avez tout à fait raison. Le drame de l'Union européenne, c'est que les gens la confondent avec l'Europe, tout simplement. Aujourd'hui, il y a un rejet extraordinaire de l'Union européenne, mais dans la tête des gens, c'est l'Europe. On voit bien tous les sondages manifestent une extraordinaire désillusion. Je me souviens, il y a encore 25 ans, l'Europe c'était un peu la solution. C'était la solution à tout. Il y avait plein de problèmes, mais avec l'Europe on allait arranger tout ça. Puis aujourd'hui, les gens s'aperçoivent que l'Europe, entre guillemets, c'est plus une solution, c'est un problème de plus. Et les raisons, je les ai analysées dans plusieurs livres, c'est que la construction européenne s'est faite tout à fait en dépit du bon sens. Pour résumer rapidement, on est parti du haut, c'est-à-dire d'une structure bureaucratique qui est la Commission de Bruxelles, où l'on est partir du bas, c'est-à-dire de la réalité des nations et des régions. On est parti du commerce
et de l'industrie plutôt que de partir de la politique et de la culture, en s'imaginant que par une sorte d'effet de cliquet, on passerait d'une citoyenneté économique à une citoyenneté politique, ce qui évidemment ne s'est pas fait du tout. Lorsque le système soviétique s'est effondré, on s'est empressé d'ouvrir l'Europe à des pays qui étaient mal équipés pour rentrer dans l'Union européenne, plutôt que d'approfondir les structures politiques de l'Union, ce qui fait qu'on s'est retrouvé avec une structure, on est aujourd'hui maintenant 28, depuis l'arrivée de la Croatie, qui est impuissante, paralysée, et dont les manifestations ne se sentent plus que sous l'angle purement négatif. De surcroît, le problème des frontières de l'Europe n'a jamais été sérieusement abordé, les finalités de la construction européenne n'ont jamais été sérieusement abordées. Est-ce qu'il s'agit de faire une Europe marché, une Europe puissance, etc. Et de surcroît, et surtout, les peuples n'ont jamais été associés aux différentes étapes de la construction européenne. Les rares fois où on les a consultés, quand ils ont émis un avis négatif, on s'est empressé de ne pas en tenir compte. Donc il y a incontestablement un échec de l'Union européenne qui aujourd'hui est une structure pesante dont on ne perçoit nulle part les bienfaits. Le fait en particulier qu'elle est systématiquement sapée les souverainetés nationales sans que ces souverainetés nationales soient portées à un niveau supérieur, c'est-à-dire un niveau de souveraineté européenne, fait évidemment qu'on a l'impression que la souveraineté est prise aux nations, disparaît dans un trou noir, et que l'Europe, elle, n'a aucune souveraineté, et ne veut d'ailleurs pas en avoir. Donc je crois que, pour faire vite, les gens disent l'Europe, là où il faudrait qu'ils disent l'Union européenne. Mais justement, j'espère qu'on peut encore démontrer que l'Union européenne, l'Europe, c'est pas exactement la même chose. Il y a un autre pays au cœur même de la Mitteleuropa Europa qui peut avoir une certaine proximité avec l'Asie, c'est la Hongrie, où on trouve encore des partisans du pantouраnisme. Ça vous inspire quoi? Oui, c'est un petit peu marginal malgré tout. La Hongrie a évidemment cette particularité linguistique de parler une langue qui n'est pas une langue indo-européenne, qui est lointainement apparentée au turc. Donc ça crée un certain nombre d'affinités, mais je dirais que ce sont des phénomènes quand même un petit peu marginaux. Dans le paysage politique français, de ce qu'il est commun d'appeler la droite ou les droites, si on reprend la classification de René Raymond, deux mouvements ont particulièrement marqué le XXe siècle, c'est l'Action française et le GRES. Oui, je vous arrête tout de suite parce que le GRES est quand même une petite structure. On parle de la Nouvelle Droite tout à l'heure. Le GRES n'a jamais représenté qu'une petite partie de la Nouvelle Droite. C'est une association culturelle, mais qui s'inscrit elle-même dans une mouvance quand même nettement plus large, qui se manifeste par par mille choses, enfin des revues, des publications, des livres, des structures éditoriales, des universités d'été, des colloques, etc. Donc c'est pas seulement le GRES. Maintenant, vous avez raison de dire que ce sont globalement deux écoles de pensée. L'Action française et disons une Nouvelle Droite, pour faire bref. Si vous voulez. Et sans doute les deux écoles de pensée les plus marquantes intellectuellement en France. Elles ont un point commun, c'est la durée, évidemment. L'Action française apparaît en 1898, elle ne pèse plus aujourd'hui d'un poids bien considérable, mais enfin bon, formellement elle existe encore, et en tout cas elle a existé pendant un siècle, ce qui est quand même considérable. Ce qu'on a appelé la Nouvelle Droite apparaît en 1968, donc on va bientôt arriver à 68, on va arriver à un demi-siècle, si vous voulez, ce qui est quand même beaucoup. Il y a peu d'écoles de pensée qui ont duré ne serait-ce qu'un demi-siècle. Quand on pense au cercle Proudhon, il a duré 2 ans, les non-conformistes des années 30, ça n'a pas duré 10 ans. La Nouvelle Droite existe depuis maintenant un demi-siècle,
Et elle est toujours là, ses publications sont toujours là, elle continue son travail, et j'espère qu'elle le continuera encore longtemps. Il y a souvent eu, dans les milieux patriotes, nationalistes, vous les appelez comme vous voulez, une certaine rivalité entre ces deux écoles, voire un véritable antagonisme. Est-ce que vous pensez que c'est irréconciliable, indépassable, ou est-ce qu'il y aurait une synthèse possible, voire souhaitable? Je crois que ce n'est pas du tout dans ces termes-là que ça se pose. Il n'y a pas eu véritablement un antagonisme, mais simplement, ce sont quand même des phénomènes extrêmement différents. D'abord, l'Action française a été pas seulement une école de pensée, mais un mouvement politique. La Nouvelle Droite n'a jamais voulu être une organisation politique. Elle est toujours restée dans un domaine purement culturel et intellectuel. Ça ne l'empêche pas, bien entendu, de prendre position sur les grands événements politiques, mais à titre d'observateur, et pas à titre d'acteur politique. Bon, c'est une très grande différence. Deuxièmement, l'Action française, c'est d'abord un mouvement royaliste. C'est un mouvement royaliste, très majoritairement chrétien, avec des racines, certaines racines positivistes, Auguste Comte, ou des racines contre-révolutionnaires. C'est un mouvement nationaliste français, qui, comme dit Maurras, ne reconnaît pas de réalité politique au-delà de la nation. De ce point de vue-là, la Nouvelle Droite, c'est tout à fait autre chose. Elle n'est en majorité pas chrétienne, elle est européenne plus que franco-française, et elle n'est évidemment pas du tout royaliste, n'est-ce pas? Donc elle ne partage pas la critique de la démocratie que faisait Maurras. Alors une synthèse, je ne vois pas du tout comment on pourrait faire une synthèse. Ce sont deux choses différentes, que personnellement je ne me représente pas comme des ennemis, mais c'est des choses différentes. On ne peut ni vouloir les opposer systématiquement, ni les espérer qu'elles puissent se fondre dans une synthèse qui les dépasse. Ce qui est très possible en revanche, ça s'est déjà fait, ce sont des passages individuels de tel ou tel, d'une mouvance à l'autre. Mais ça, je dirais que ça fait partie des évolutions individuelles. Je pensais en fait à une rivalité entre ces deux écoles, dans le sens où, par exemple, dans une structure comme le Front National, il y avait souvent des gens soit issus du maurassisme, soit... Oui, mais le Front National est un mouvement politique. Dans un mouvement polique, il est tout à fait normal que l'on retrouve des croyants, des incroyants, des gens qui viennent de tel milieu particulier et de tel autre, parce que c'est un mouvement politique qui, de surcroît, s'appelle Front National, donc c'est un front, ça amasse toujours des gens différents. Une école de pensée, c'est tout à fait différent. Vous ne pouvez pas, dans une école de pensée, avoir des gens qui pensent d'une manière totalement différente, sinon ce n'est plus une école de pensée. Bien entendu, vous pouvez avoir des gens qui sont plus sensibles à tel domaine, à telle activité, à tel courant de pensée, qui ont tel auteur de prédilection. Mais il faut quand même, si l'on veut avoir un minimum de cohérence, qu'à l'intérieur d'une école de pensée, les gens pensent pour l'essentiel à peu près les mêmes choses.